Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 100e et dernier numéro de la première saison d'Entre deux News sur les antennes de Reflet TV, une aventure journalistique qui a su en si peu de temps se positionner comme une référence incontournable dans le paysage médiatique ivoirien. Ce soir, c'est un moment chargé d'émotions mais aussi de fierté car malgré les défis, notamment la complexité d'obtenir certaines invitations, surtout dans le monde politique, nous avons relevé le défi épisode après épisode pour vous offrir des débats de qualité. Pour ce grand final, nous vous proposons deux sujets captivants et majeurs. Première partie de cette émission, nous parlerons de l'événement marquant de la semaine, la rencontre entre Charles Blé Goudé, leader du COJEP, président de ce parti, et le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Cuibière. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir Maître Serge Ouraga, vice-président du COJEP en charge des affaires juridiques, des droits de l'homme et des libertés publiques, par ailleurs porte-parole du parti, ainsi que Thomas Guessambi, analyste et consultant sur Entre deux News. Dans la seconde partie, nous revisiterons l'année 2024 à travers des parcours des 10 personnalités qui ont marqué les esprits en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous aurons l'occasion de recevoir une nouvelle fois Pulchérik Balé. Tout de suite, place à la première partie de cette émission. Bonsoir, Maître Ouraga, Serge. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, Thomas Guessambi. Bonsoir et heureux d'avoir participé à cette première partie de l'aventure Reflet TV. Bien, merci bien. Alors, hier, le président du COJEP a eu une rencontre avec le président de la CEI. Que symbolise cette rencontre entre Charles Blé Goudé et Ibrahim Coulibaly Cuibière dans l'arène politique actuelle et pour votre parti, le COJEP? La rencontre tenue hier entre le COJEP et la CEI s'inscrit dans la démarche et la posture du président Charles Blé Goudé du COJEP. C'est une démarche qui consiste à échanger avec tout le monde, à rencontrer tout le monde. Et donc, à l'approche de l'élection présidentielle de 2025, il est de bonne loi que le COJEP rencontre l'organe en charge de l'organisation des élections. C'est dans ce cadre que nous sommes allés rencontrer la commission électorale indépendante. Nous avons exprimé nos préoccupations, nous avons fait part de nos observations, nous avons fait des propositions afin donc de permettre, de contribuer à ce que l'élection présidentielle de 2025 soit, comme on le souhaite tous, apaisée, transparente et surtout inclusive. Bien avant de revenir à Thomas Guessambi pour ces questions ou analyses, quelles sont les propositions, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre avec le président de la CEI? Alors nous avions quatre points autour desquels cette rencontre a tourné. Premier point, c'est la composition de la commission électorale indépendante. Pour nous, la commission électorale indépendante, sous sa forme actuelle, ne garantit pas la transparence de ces élections, ne donne pas suffisamment confiance aussi bien aux acteurs politiques qu'aux Ivoiriens, qu'à nos concitoyens. Nous pensons donc que dans sa forme actuelle, la composition, la commission électorale indépendante doit être réformée. On ne peut pas continuer de garder cette CEI comme elle est et espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons eu en 2010. On aura le temps de développer ce point si vous le souhaitez bien. Le deuxième élément, c'est l'audit de la liste électorale. Voyez-vous, depuis un moment, il est fait cas d'irrégularité sur la liste électorale et moi-même, je peux vous dire que dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai été bien des fois confronté à des situations de fraude sur la nationalité, de pièces d'identité qui étaient frauduleuses, et toutes ces personnes-là se retrouvent sur la liste électorale. Et il y a bien d'autres cas qui ont été énumérés, qui font l'objet même, qui ont été judiciarisés, comme on le voit à Tiastali. Nous pensons que lorsque l'environnement est aussi délétère, lorsque la confiance commence à être rompue, et que l'opposition réclame à corps et à cri qu'il y ait un audit de la liste électorale, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas ce qui peut permettre donc à tout le monde de se sentir confiant, ce qui peut permettre à tout le monde d'avoir confiance en l'organe qui organise les élections et surtout à la liste électorale qui, rappelons-le, est l'épine dorsale d'une élection. Troisième élément, il s'agit donc de la révision de la liste électorale pour le compte de l'année 2025. On ne peut pas comprendre qu'alors que c'est une exigence légale, qu'on continue de ruser et qu'on continue de ne pas vouloir respecter la loi. Et nous pensons que ce n'est pas correct. Nous pensons que les textes, le code électoral, aujourd'hui en l'état, exigent que la révision de la liste électorale soit annuelle,
que cette disposition légale reste en l'état, il n'y a pas de raison qu'on se dérobe à cette obligation. Si on ne veut pas que la révision de la liste électorale se fasse chaque année, mais on change la loi. Mais tant que la loi est comme elle est, on l'applique. On ne dit pas qu'il faut faire une application, comme on le dit souvent, comme certains le disent, intelligente de la loi. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire a adopté le code électoral. Ce sont des millions de personnes représentées par les députés qui ont décidé qu'il en soit ainsi. Il n'appartient pas à un organe qui, normalement, doit exécuter ou à quelques personnes de dire qu'il faut faire une autre application de ce que la loi a prévu. Nous pensons qu'il faut réviser la liste électorale annuellement. Et 2025 étant une année importante, il faut le faire. Et nous disons qu'il faut le faire avant l'élection présidentielle. Pour prendre en compte toutes ces personnes-là donc, qui ont le droit de voter. Et le dernier élément donc, tournait donc autour de l'inscription du nom du président Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Comme vous le savez, il a fait l'objet d'une condamnation injuste, politique, ici en Côte d'Ivoire, en dépit de son acquittement par la Cour pénale internationale. Et cette condamnation empêche donc le président Charles Blé Goudé d'être candidat, d'être éligible. La commission électorale indépendante n'est pas compétente pour analyser ce dossier, mais nous pensons que nous pouvons donc confier cette doléance à la commission électorale indépendante pour qu'elle puisse la porter donc aux autorités compétentes, à celles qui peuvent agir. Bien, nous aurons l'occasion de développer ces 4 grands points. Thomas Gessambi, tout d'abord, quelle lecture vous faites de ces 4 points qui étaient à l'ordre du jour lors de cette rencontre avec Ibrahim Coulibaly Quibia? Oui, 4 points qui reprennent en partie des prières, des aspirations, des exigences de certaines formations politiques et même de la société civile, parce que on n'est pas obligé d'être une chapelle politique pour souhaiter des élections apaisées, pour souhaiter qu'il n'y ait pas d'exclusion, parce que tout cela concourt à la paix sociale. Mais je pense que c'est déjà une très bonne démarche. Le PPACI l'avait entreprise, cette démarche, en direction de la CEI, l'organe qui organise les élections, pour échanger. Pour nous autres, si on fait l'économie de telles démarches, de tels échanges, c'est peut-être la force, la violence qui va s'exprimer. Mais quand on privilégie la démarche de la rencontre, des échanges. Mais j'ai envie de dire que le plus important, et monsieur le porte-parole du parti est sur le plateau avec moi, le plus important des 4 points était le dernier, sans doute, pour moi. Pourquoi? Parce que quand on crée un parti politique, il a pour but essentiel la conquête et la gestion du pouvoir. Et dans cette dynamique, on a toujours un cheval, on a toujours un leader sur qui on compte. Et ce leader-là, c'est M. Charles Blé Goudé, qui a été acquitté par la CPI, qui entre dans son pays et qui, naturellement, veut prendre toute sa place dans le débat politique. Et je pense que le temps joue contre cette candidature de M. Charles Blé Goudé, et sans doute cela a fait partie de la démarche de son parti, mais fort heureusement que M. le porte-parole a fait un distinguo entre ce qui est dans la possibilité ou bien qui relèverait du pouvoir de la CEI et ce qui relèverait du pouvoir de l'État, du gouvernement, du pouvoir en place. Donc, pour moi, c'est toujours bon de discuter, mais j'ai envie de dire et demander à M. le porte-parole si Charles Blé Goudé, le dernier point, n'était pas satisfait. Est-ce que, comme on l'a vu au Sénégal, est-ce que le COJEP a d'autres fusils d'épaule? On dirait un plan B. Exact. Alors un plan B ne s'impose pas. On ne souhaite pas qu'on nous impose un plan B. C'est justement pour cela que nous disons qu'il faut ouvrir les élections. Pour que nous, au niveau du COJEP, nous puissions choisir celui que nous voulons. Sinon, nous avons beaucoup de cadres autour du président Charles Blé Goudé. Ils sont tout aussi compétents. Mais nous avons un leader que nous avons choisi. Nous avons un leader qui porte notre vision et nos aspirations.
nous pensons qu'à l'image des autres qui présentent leur leader, il faut que nous aussi, nous ayons la possibilité de présenter notre leader. Il ne faut pas qu'on empêche notre candidat, notre leader de se présenter et que par derrière, les autres, eux, se présentent. C'est ce que nous disons. Si notre candidat, notre leader, jouit de tous ses droits, nous avons maintenant, comme nous l'avons dit, une convention au cours de laquelle nous avons choisi, nous allons décider de la forme que prendra notre participation à l'élection de 2025. Nous pourrons maintenant choisir de façon tout à fait libre. Mais là, le cas de figure que vous décrivez, c'est un choix forcé que nous ne souhaitons pas. Bien. Alors, parlons maintenant de la composition. Le premier point, la composition de la CEI qui n'inspire pas, selon vous, confiance. Est-ce que vous avez un représentant au sein de la commission centrale de la CEI ou un vice-président? Non, et nous n'en voulons pas. Pourquoi? Mais la commission électorale indépendante n'est pas faite pour les partis politiques. Mais ça a été à la demande des partis politiques. Mais voilà, vous êtes dans un pays. Nous sommes en 2002. La crise éclate. Il y a donc les accords de Marcoussis et l'accord de Marcoussis et tous les autres accords ultérieurs politiques. Donc c'est sur le fondement, sur la base de ces accords politiques que la commission électorale, dans sa forme actuelle, a été conçue. Donc, à cette époque, les partis en conflit estimaient que pour qu'elles se sentent, pour qu'elles aient suffisamment confiance à l'organe en charge des élections, il fallait qu'elle y soit. Toutes ces parties. Donc toutes ces parties sont représentées dans la commission électorale indépendante. Nous sommes allés aux élections en 2010 et on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que le contexte actuel est le même que celui de 2002, de 2003? Non. Ce n'est pas le même contexte. On ne peut pas prendre des représentants de partis politiques, donc des gens qui compétissent, et les mettre dans l'organe qui organise, donc dans l'organe qui doit arbitrer. Vous voulez donc une société civile au sein de la CEI uniquement? Des personnes qui sont neutres, des techniciens, des technocrates, des gens qui viennent pour organiser des élections, qui connaissent ce travail. C'est ce que nous voulons. On l'a fait en 2010 et nous avons vu les résultats. Quand vous mettez des militants au sein de la commission électorale indépendante, et bien entendu, il y a des risques évidents de partialité. C'est clair. Il y a des conflits d'intérêts qui sont vivaces, qui sont clairs. Il y a même des difficultés liées à la prise de décision consensuelle. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en 2010? On a eu du mal même à un moment donné à avoir le consensus sur les résultats. Certains disaient que les résultats n'étaient pas consolidés, quand d'autres disaient que oui, les résultats l'étaient et qu'il fallait les proclamer. Et même le porte-parole de la commission électorale indépendante était attaché, affilié à une partie au conflit. Voilà ce qui s'est passé. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, alors que le contexte a changé, on n'est plus en crise, maintenir cette forme. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, comme vous le savez, la proportion de candidats indépendants est très importante à toutes les élections. Même quand on va à l'élection présidentielle, il y a des personnes qui ne sont pas affiliées à un parti politique qui se présentent. Elles ne sont pas au sein de la commission électorale indépendante. Quelle garantie on leur donne que l'élection va bien se passer, que l'élection sera transparente, alors que leurs adversaires figurent au sein de la commission qui est en charge d'organiser, de proclamer les résultats? Quelle garantie on leur donne? Tous ces indépendants. Et même les partis politiques qui ne siègent pas, qui ne sont pas au sein de la commission électorale, qui ne sont pas dans les commissions locales, quelle garantie on leur donne qu'alors que leurs adversaires sont dans cette commission-là, au plan local et au plan central, quelle garantie on leur donne que les élections seront transparentes? Nous pensons qu'il faut créer les conditions pour permettre à chacun d'avoir confiance en l'organe. Je ne dis pas que ces personnes d'emblée vont frauder ou pas, c'est pas ça. Mais quelle garantie on donne? Il faut donner des garanties. Et je pense que c'est ce qui a justifié qu'à un moment donné, en 2002 et en 2003 et des années qui ont suivi, que l'on mette sur pied une commission électorale comme celle-là, sous cette forme actuelle, pour rassurer chacun. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce cas de figure. Il faut changer. Bien. Thomas Gessambi, une CEI sans les partis politiques, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que dans le monde ou en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut trouver une neutralité qui n'a d'égal que la neutralité elle-même? Je n'y crois pas. C'est peut-être la propension à exprimer son adhésion à une chapelle politique
qui peut être peut-être observable et observé. Ce que je voudrais dire, le plus important pour moi ne serait pas de trouver des hommes neutres, qui seraient peut-être des bêtes curieuses qu'on n'a jamais rencontrées, mais le respect des règles sur lesquelles des règles que nous nous sommes données et les règles sur lesquelles on s'est entendu. Donc, selon que je sois partisan du parti au pouvoir ou de l'opposition, est-ce que dans l'arithmétique, 1 + 1 = 2, est-ce que nous sommes d'accord dessus? Il faut accepter ce qu'il y a. Alors, je suis d'accord qu'on ait une appréciation contextuelle qui puisse prévaloir, mais après 2010, 2015, certains ne sont pas allés aux élections, pas au motif que la CEI regroupait des représentants de partis politiques, c'était plutôt parce que mon candidat n'était pas aligné. Ensuite, en 2020, on a vu un regroupement contre le parti au pouvoir. Et moi, ce qui m'a préoccupé et ce qui m'a surpris particulièrement, c'est le fait qu'on ne veuille pas aller à la présidentielle de 2020 et qu'on ait demandé à des militants de ne pas y prendre part et que quelques semaines après, pour les élections législatives, les mêmes partis reviennent pour demander à leurs militants d'y aller, alors que la CEI n'avait pas changé de composition. Donc, de deux choses l'une, comme dans la démarche syndicale, on prend ce qu'on a pu gagner dans la négociation, on y va, le temps de changer les choses. Peut-être que quand on aura beaucoup plus l'influence de notre côté, ou bien on décide de ne pas y aller et d'attirer sans doute les projecteurs de la communauté internationale sur le pouvoir en place pour dire s'il n'y a pas d'évolution en termes de composition de la CEI, nous ne prendrons pas part à ces élections. Donc c'est un peu cela pour moi, plutôt que de dire il nous faut des hommes neutres. On a vu ici des leaders religieux qui se sont prononcés, on les a catalogués. On a vu ici des chefs traditionnels qui se sont prononcés sur la vie politique, on les a catalogués. Donc ces personnes neutres, on les prendrait où? Non, il faut plutôt qu'on s'accorde sur les règles qu'on se donne et le respect de ces règles pour moi. Vous avez l'occasion de répondre là-dessus. Je voudrais... Vous n'êtes pas du tout d'accord? Ah non, non, je voudrais rassurer M. Guessambi. Le COJEP participera à cette élection, quel que soit les résultats des négociations. Nous allons participer à cette élection, d'une manière ou d'une autre. Ça, je voudrais vous rassurer. Donc, si l'intention de certains est de nous décourager en ne faisant pas droit à nos réclamations, à nos revendications, qu'ils déchantent. Nous allons participer à cette élection, et d'une manière ou d'une autre. Je vous rassure. Nous allons l'influencer ou nous allons la gagner. Voilà ce qui va se passer. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas faire l'injure aux Ivoiriens et dire qu'il n'y a pas de personnes neutres. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes neutres. Vous êtes dans leur cœur pour apprécier le fond de leur cœur? À tout le moins, il y a des personnes d'une probité irréprochable dans ce pays. À tout le moins. On peut aider un parti politique et avoir cette probité. Mais bien sûr. Voilà. Mais après, ce que je dis, c'est que lorsque vous êtes un militant, il y a des risques de partialité. C'est ce que j'ai dit des risques. Je ne dis pas que la personne va frauder ou pas, mais il y a des risques. Mais pourquoi avoir un risque et y aller? Non. Il faut s'éloigner de tout ce qui peut nous envoyer dans le gouffre. On a déjà fait l'expérience en 2010. Voyez-vous, cette élection de 2025 ressemble à celle de 2010. Où tous les acteurs politiques sont présents, d'une manière ou d'une autre, soit par les leaders, les mêmes, ou alors par les partis politiques. En 2010, il y avait une coalition de l'opposition contre le parti au pouvoir. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Et dans tous les cas, tout le monde est sur le terrain pour cette année 2025. Donc c'est une élection cruciale qui ressemble à celle de 2010. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons le même schéma de 2010 et nous attendons à avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible. En 2010, on a eu la guerre parce que... Mais on n'a pas forcément les mêmes acteurs. On n'a pas les mêmes acteurs,
Mais on a les... On peut peut-être avoir le même schéma, mais on n'a pas les mêmes acteurs. Non, Et on n'a pas la même lecture sociale aujourd'hui. Je veux dire, les jeunes qui avaient hier entre 5 et 10 ans, qui n'étaient pas des électeurs, le sont aujourd'hui. Donc, leur lecture de la vie politique, leur lecture de la vie socio-économique n'est pas forcément le même cadre qu'il y a, on va dire, 20 ans derrière ou 15 ans derrière. En 2020, il n'y a pas longtemps, 5 ans, les gens ont joué au football ici avec une tête humaine. Ouais. En 2020. Ça fait partie de la violence qui a jalonné la vie politique depuis 90. Et donc en 2010, il y a eu la violence. En 2020, il y a eu la violence. Et cette fois-ci, sous une forme inhumaine. Là, ce ne sont plus des fusils qu'on prend. Mais on découpe la tête de quelqu'un et on joue au football avec. Mais c'est depuis 90 que cela a commencé. Je n'ai pas dit le contraire. En 90, il y a eu mort d'homme. Mais la violence... En 95, il y a eu mort d'homme. En 2000, il y a eu mort d'homme. Vous voulez qu'il y ait mort d'homme encore en 2025? Non, personne ne souhaite. Mais donc, personne ne le souhaite. Donc, je veux dire, ce n'est pas un cas très isolé, ce qui s'est passé en 2020. C'est comme si vous me dites... Donc, nous sommes tous d'accord qu'il faut contribuer, qu'il faut mettre en place ce qu'il faut pour que le Ghana ne soit pas plus démocratique que nous en matière d'organisation d'élections, pour que le Sénégal ne soit pas plus démocratique que nous, qu'on fasse l'économie de la vie humaine. Tout le monde et toutes les parties sont d'accord. C'est dans ce cadre que s'inscrivent nos propositions. Bien. C'est pour cela que nous sommes préoccupés par la situation actuelle. Alors, on se pose une autre question. Pourquoi cette rencontre intervient maintenant à l'aube de la présidentielle de 2025? C'est tout à fait normal. Nous sommes à l'aube de la présidentielle 2025. Les élections approchent. Nous pensons qu'il faut échanger, il faut discuter avec la commission électorale indépendante parce que l'élection de 2025 ne s'organise pas 2-3 ans avant. Parce que nous sommes de plein pied. Certains Ivoiriens taxent cela d'affaires, on va dire, personnelles, parce que la présidentielle arrive, il faudra militer ou lutter pour que le nom de Charles Blé Goudé soit inscrit sur cette liste électorale. Vous avez tout le temps pour aller rencontrer le président de la CEI. Mais nous discutons de cette question depuis longtemps. Moi, je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux. On l'a fait avant même que le président Charles Blé Goudé ne rentre au pays en 2022. On avait déjà commencé. Pendant le dialogue politique, nous n'étions pas au dialogue politique, mais nous sommes allés rencontrer ceux qui y étaient. Nous avons posé ce problème. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous parlons de ce problème, de cette injustice. Et cette injustice-là s'est renforcée encore plus quand tous ceux qui sont... Mais qui est une affaire de justice surtout. Non, c'est une affaire politique. Pourquoi politique? Mais c'est une affaire politique. Le président Charles Blé Goudé a été acquitté par la Cour pénale internationale. Et dans son dos, on organise ici un procès factice au terme duquel il est condamné. Il est condamné par quoi? Contumace. On a expliqué ce que c'était la contumace. La contumace, c'est la situation d'une personne qui ne comparait pas à son procès sans raison valable. M. Charles Blé Goudé, qui était détenu à La Haye, n'a-t-il pas de raison valable de ne pas se présenter à cette audience? C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a affrété un avion pour le livrer à la Cour pénale internationale et on ne sait pas où il est. C'est un procès politique qui a été organisé juste après son acquittement, son premier acquittement par la Cour pénale internationale, juste pour empêcher un adversaire politique d'exercer librement ses activités politiques. Si vous parlez d'un procès politique, pourquoi pas des solutions politiques également? Mais c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Comme on l'a dit, il y avait 4 personnes qui étaient visées par un mandat d'arrêt. Le président Laurent Gbagbo, la première dame Simone Yves Gbagbo, M. Doboblé et le président Charles Blé Goudé. Mais ces 3 ont bénéficié de solutions politiques. La première dame a été amnistiée par le président Ouattara. Le président Gbagbo et Doboblé, le général Doboblé, ont bénéficié d'une grâce. Ce sont des solutions politiques. Et Charles Blé Goudé, pourquoi ne bénéficie-t-il pas d'une amnistie? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris en compte dans ces actions politiques, par ces décisions politiques que nous apprécions? Mais pourquoi elles ne s'étendent pas à nous? Pourquoi? Pourquoi cette injustice? Tout simplement pour empêcher un adversaire politique, certainement le plus coriace, de participer aux élections. Si vous le permettez, l'adversaire le plus coriace, vous avez sans doute votre instrument de mesure. Mais la question que je voulais poser, d'abord je voulais m'honorer en tant qu'analyste observateur de la scène politique, la démarche
qui est celle du COGEP. On vous a vu organiser récemment une rencontre à Yamoussoukro qui a mobilisé du monde, qui a même surpris plus d'une personne en termes de capacité de mobilisation de vos structures. Et j'ose croire que ce sont des éléments sur lesquels on peut jouer en matière d'influence politique. Mais quand vous êtes allé rencontrer le président de la CEI, on a lu, moi j'ai eu accès à votre déclaration, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que monsieur le président de la CEI vous a dit en retour? Il a pris bonne note de nos propositions, nos préoccupations. Donc il va analyser nos préoccupations. Je ne vais pas trahir le secret de cette séance de travail, mais il a pris bonne note. Et comme nous, certainement les Ivoiriens et d'autres formations politiques font des propositions chaque jour. Donc il prendra le temps de donner suite. Nous l'espérons. Et c'est la fin même de notre communiqué. Donc que nos revendications, que nos réclamations, nos propositions soient prises en compte. À côté de la composition de la commission électorale, nous avons évoqué aussi la question de l'audit de la liste électorale, qui relève cette fois-ci de la compétence de la commission électorale indépendante. Je l'ai dit, nous sommes dans un pays où la nationalité, à un moment donné, a été galvaudée. Vu des passeports, vos passeports à l'étranger, ici, il y a des cartes nationales d'identité frauduleuses. Je vous ai dit moi-même, en tant qu'avocat, j'ai eu des dossiers où étaient impliquées des personnes qui avaient des cartes d'identité frauduleuses, et souvent, elles sont inscrites sur la liste électorale. Lorsque vous avez des opposants, des acteurs politiques, la société civile, qui fait cas de toutes ces irrégularités, qui demandent un audit de la liste électorale, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'opposer. L'audit de la liste électorale, c'est pourquoi? C'est pour assurer la fiabilité des données. Mais d'aucuns parlent d'un audit international, pas une structure internationale. Mais pourquoi veut-on toujours aller chercher ailleurs? Nous sommes un État souverain, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y a ici des personnes qui peuvent. Il y a des techniciens. Je veux dire, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger chercher des compétences que nous avons ici. C'est ce que proposent certains partis politiques de l'opposition. Nous, on n'a pas forcément... nous, on ne pense pas qu'il faut forcément toujours chercher ailleurs. Et le président Charles Blé Goudé, vous le savez, est un exemple, est un chantre de la préférence, donc de la promotion de nos valeurs ivoiriennes, des compétences en interne. Donc on n'a pas besoin. Moi, je pense que l'audit de la liste électorale profite à tous les partis politiques, que ce soit le RHDP, que ce soit les partis d'opposition, le COGEP, le PDCI, le MGC, le FPI, PPACI, tout le monde. Ça nous profite à nous tous. Nous compétissons et nous voulons que la liste électorale, qui est donc, comme je l'ai dit, la pierre angulaire de cette élection, puisse être débarrassée de toutes les irrégularités. C'est ce que nous disons. Et donc, pourquoi s'opposer à cela? Donc, nous avons saisi le président de la CEI pour lui demander donc de faire un audit, de procéder à un audit de la liste électorale. C'est ce que nous attendons. Vous parlez aussi du non-respect du code électoral qui veut une révision annuelle, et ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes pour une révision encore en 2025? Non, non. Et est-ce que cela est possible, vu le calendrier électoral? Non, ce n'est pas nous qui sommes pour une révision de la liste électorale. C'est la loi qui l'impose. Et quand la loi impose quelque chose, votre volonté, on ne fait plus cas de sa volonté. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens nécessaires aussi pour organiser une révision annuelle? Mais donc, si la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens, qu'elle change la loi. On ne peut pas avoir une loi, voter une loi, prendre une loi, et après dire qu'on n'a pas les moyens de l'appliquer. Je ne comprends pas. C'est notre code électoral. On peut le changer. Pourquoi est-ce qu'on le garde et on décide de ne pas le respecter? Ce n'est pas responsable. Il faut le respecter. Si on ne veut pas et qu'on ne peut pas, alors on change la loi. La loi ne peut pas prévoir qu'on doit le faire chaque année et nous décidons de ne pas le faire. Ce n'est pas normal. Regardez, tous les jeunes qui auront 18 ans en février 2025 ne participeront pas à cette élection si on ne fait pas une révision de la liste électorale en 2025. Et ce n'est pas normal. Chaque année électorale, chaque année pour une élection présidentielle, les jeunes qui sont nés dans l'année au cours de laquelle l'élection présidentielle va se tenir, jusqu'à une certaine date, sont pris en compte. Donc ceux qui ont 18 ans, révolus jusqu'à une certaine date, sont pris en compte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas.
si on ne fait pas de révision de la liste électorale? Pourquoi est-ce qu'on veut écarter certains Ivoiriens qui ont le droit de voter de le faire? Ce n'est pas normal. Le président de la commission électorale indépendante, lors de la rencontre avec les partis politiques, avait dit que les jeunes qui allaient avoir 18 ans l'année prochaine pouvaient aller donc se faire inscrire sur la liste électorale. Mais ça n'a pas été le cas. Quand vous allez au tribunal, si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas avoir un certificat de nationalité. Mais mieux, après la rencontre du président de la CEI, le ministre de la Justice a pris une circulaire où il demande donc aux greffiers de faire leurs meilleurs efforts pour délivrer, pour faciliter la délivrance des certificats de nationalité. Il a précisé à ceux qui ont 18 ans révolus. En parfaite contradiction avec ce que le président de la CEI a dit. Donc on écarte une partie des Ivoiriens. On ne peut pas se choisir ses adversaires. On ne peut pas se tailler une commission électorale comme on veut. Et ensuite, on va maintenant se choisir ses électeurs. Non. L'élection appartient à tous les Ivoiriens. Il faut permettre à ceux qui ont le droit de voter de le faire. Ce n'est pas mauvais. Il ne faut pas donner du grain à moudre à ceux qui disent que le parti au pouvoir, certainement, n'a pas beaucoup d'électeurs parmi les jeunes. Bien, avant de venir pour la dernière question, nous allons marquer une courte pause pour suivre cette déclaration de Charles Blé Goudé hier après la rencontre avec le président de la CEI. On regarde et on revient juste après. Nous avons adressé le sujet de mon inscription sur la liste électorale. Comme vous le savez, j'ai toujours contesté cette décision, cette condamnation que j'ai jugée politicienne. Mais en même temps, je l'ai toujours dit que c'est une décision politique qui trouvera sa solution par un règlement politique. Toutes les portes auxquelles nous pouvons taper pour que cette question soit portée là où il faut, pour qu'elle trouve une solution, notamment parmi ces portes, il y a la porte du président de la commission électorale. C'est ce que nous avons fait. Pour que votre commission arrive au ciel, souvent vous la confiez à l'épervier. Le président de la CEI peut porter aussi notre parole. En ce qui nous concerne, nous appelons à un dialogue inclusif pour discuter de toutes ces questions et ne pas attendre la crispation avant de discuter. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle pour une question électorale. C'est pourquoi j'appelle à un dialogue. C'est pourquoi j'appelle à une discussion. C'est pourquoi j'appelle à la discussion de toutes les questions même qui fâchent. Voilà, nous sommes de retour. Thomas Gessambi, dernière question pour terminer. Oui, ce que je voulais dire, est-ce que l'audit empêche ce pouvoir-là qu'a le citoyen d'aller dénoncer celui qui aurait acquis de façon frauduleuse des documents qui lui permettraient d'être électeur? On a par exemple vu le député maire de Tia-Salé qui est allé porter plainte au constat que il y avait fraude sur l'élection. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, le COGEP et son dirigeant ont tout un passé de lutte, de cheminement. Il me souvient que dans ce pays, pour la présidentielle de 2000, un leader, Laurent Gbagbo, avait dit publiquement que celui qui dit qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, je porterai plainte contre lui. Je vais dire, on voyait un peu l'engagement d'un regroupement politique. Pourquoi est-ce que les regroupements dans lesquels se retrouve aujourd'hui le COGEP ne font pas de l'inscription de M. Blé Goudé aussi une exigence dans la lutte politique? Alors, le groupement auquel le COGEP appartient a adhéré il y a peu, donc groupement à l'initiative de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, je pense que c'est de ce groupement que vous parlez, tout à fait, a exposé plusieurs points. Je crois que dans le cadre donc, du dialogue que nous appelons de tous nos voeux, toutes ces questions vont être posées. Mais le combat, la lutte politique ne se limite pas à la situation d'une personne. Nous posons le problème du président Charles Blé Goudé, mais à côté du problème du président Charles Blé Goudé, il y a aussi
beaucoup d'autres problèmes qu'il faut régler. Même si tout de suite le président Charles Blé Goudé est amnistié et qu'il est candidat, mais il faut bien avoir une bonne commission électorale. Il faut avoir une liste électorale débarrassée de toutes ces irrégularités. C'est que ce n'est pas aujourd'hui que le COJEP sera dans la course. Ah non, nous avons espoir. Parce qu'on ne croit pas qu'en moins de 12 mois, que toutes vos requêtes puissent trouver satisfaction. C'est la volonté politique. Nous pensons que le pouvoir en place peut décider, le président de la République, et le président Charles Blé Goudé hier l'a dit. Il a demandé et même si le pouvoir y parvenait, il y a M. Afi N'Guessan qui vous demande d'attendre, de lui donner l'opportunité qu'il soit le candidat de l'opposition pour ces élections. Est-ce que... Qui serait le pont entre deux générations? Non, mais ça, c'est que M. Afi N'Guessan a dit, je ne l'ai pas entendu, mais s'il l'a dit, ça n'engage pas le COJEP. Le COJEP est un parti politique créé pour conquérir le pouvoir d'État. Pas pour servir d'échelle à un autre parti politique, pas pour soutenir un autre parti politique ou un autre leader. Cela peut arriver dans le cadre de négociations, de coalitions, dans le cadre des élections. Oui, ça peut se faire. Mais d'emblée, notre parti n'a pas été créé pour cela. Donc, quand nous allons donc aller à notre convention, nous déciderons, au regard des éléments à notre possession, des données du moment, de la réalité du moment, nous déciderons de la forme que prendra donc notre participation. Donc, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le COJEP s'inscrit, je l'ai dit, dans une démarche, dans une posture de discussion. Nous souhaitons que le gouvernement, lui aussi, décide d'écouter. Il faut parler avec son opposition. Il faut parler avec tous les Ivoiriens. Il faut que le RHDP aussi parle avec tous les Ivoiriens. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on est ultra majoritaire et refuser, par exemple, l'audit de la liste électorale. Mais excusez, la rue fait partie des éléments, des moyens qu'on s'offre souvent dans la lutte politique. Oui. Et hier, votre leader a été appelé général de la rue. Est-ce que c'est un nouveau général qui a exclu la rue de la lutte politique? Ce n'est pas un général, il est président du parti, il est président d'un parti politique. Le président Charles Blé Goudé n'est plus général de la rue. Cette expression qui lui a été prêtée par la presse, ça n'a aucun sens. Donc la rue ne compte plus pour vous dans les moyens de lutte? Mais la rue n'est pas... Si vous voulez, la rue est un moyen, donc les manifestations de rue, ce sont des formes d'expression de la démocratie. Vous n'en faites pas actuellement? Merci, non, mais ça fait partie des éventuelles actions que nous pourrons mener. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert de toutes ces actions. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est discuter et nous demandons au gouvernement, au président de la République, d'écouter son opposition et de prendre des mesures pour apaiser, pour faciliter donc l'organisation d'élections transparentes, inclusives et apaisées. Merci, Maître Serge Ouraga. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du COJEP et vice-président en charge des affaires juridiques, des droits de l'homme et des libertés publiques du parti. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. On donne rendez-vous à partir de janvier pour la prochaine saison d'Entre deux News. Agréablement, nous serons là. Maintenant, la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub après avoir exploré les enjeux politiques et institutionnels de cette rencontre entre Charles Blé Goudé et le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibié. Prenons maintenant un moment pour célébrer, revisitons l'année 2024 à travers le prisme de ces 10 personnalités qui ont marqué les esprits. Quels ont été leurs faits marquants? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de leur parcours? C'est maintenant dans cette partie avec Thomas Guessambi et Pulcherik Balé qui nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sidi. Et bienvenue pour cette dernière émission. Merci. Vous étiez là pour la première émission et pour la dernière. Voilà. Les femmes à l'honneur. Un honneur partagé. Alors, on commence par vous. Quelles sont les personnalités qui vous ont marqué? Mais tout d'abord, pourquoi ce choix des personnalités que vous allez citer? D'accord. D'abord, je voudrais dire que on a choisi nos personnalités sur le prisme de ceux qui ont vraiment apporté quelque chose par rapport à la lutte sociale. Voilà. Donc, le premier que je vais citer en ma qualité de société civile, c'est M. Éric Aimé Sémian. Il n'est pas forcément connu de tous, mais c'est une valeur de la société civile qui a beaucoup de compétences et qui permet de prouver
qu'on n'est pas à la société civile parce qu'on n'a rien à faire ou parce qu'on a faim, mais on peut être effectivement au service des populations et aussi au service des principes républicains. Donc, M. Éric Aimé Sémian a 20 ans d'exercice dans la société civile et cette année, le 12 juin 2024, le président de la République a pris une ordonnance pour organiser la société civile et il est la figure de proue de la lutte contre cette ordonnance qui, bien qu'elle veuille organiser la société civile, a beaucoup de défaillances qui mériteraient d'être corrigées et nous sommes tous engagés dans cette lutte. Par ailleurs, il fait partie de ceux qui travaillent au niveau international sur tous les procès qui ont cours. Il était en Guinée récemment pour le procès du président Dadis Camara aujourd'hui et depuis il suit aussi celui de la CPI qui concerne la Côte d'Ivoire. Et le 3 octobre dernier, il a écrit, ou du moins son organisation a écrit au procureur de la CPI pour s'enquérir de la suite des enquêtes concernant la Côte d'Ivoire. Il a reçu une réponse le 20 novembre dernier. Et donc, nous pensons que c'est de telles personnalités dont il faut faire la promotion pour que la jeunesse ivoirienne s'en inspire pour être, pour être de meilleure qualité. Donc la deuxième personnalité... Il a même été reçu sur ce plateau. Oui, oui, justement même pour parler de l'ordonnance. Si. Voilà. La deuxième personnalité. La deuxième personnalité, c'est l'honorable Assalé Tiemoko. Nous estimons que c'est un modèle de député parce que la jeunesse voit les hommes politiques d'une façon générale, mais c'est quoi le rôle d'un président, c'est quoi le rôle d'un député, c'est quoi le rôle d'un maire. Et le député Assalé Tiemoko nous montre réellement ce qu'est un député, celui qui est capable de porter les problèmes des populations. Et je pense que je ne suis pas seule à le remarquer. Il est sur le terrain. Non seulement il élabore aussi des projets de loi, mais il rend compte au peuple de ce qui se dit et de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Donc pour nous, c'est un modèle de député. Ensuite, on a Faye Emers. Nous avons tous suivi la CAN, qui a été vraiment très belle, mais il y a eu un moment où les Ivoiriens ont eu des frayeurs. Et on va dire que c'est M. Faye Emers, malgré son jeune âge, qui a été le messie, puisqu'il était l'adjoint de l'entraîneur principal. Et c'est avec ces mêmes joueurs-là que l'entraîneur principal nous a envoyés pratiquement vers le gouffre. Et lui, il est arrivé vraiment comme le sauveur, avec les mêmes éléments. Il a eu une autre stratégie, son leadership a porté et la Côte d'Ivoire a remporté cette CAN qui a fait plaisir vraiment à tout le monde. Donc je crois qu'il faut vraiment lui décerner la palme et je crois qu'aux yeux de la jeunesse aussi, il constitue un modèle dans son domaine. Ensuite, il y a Espoir 2000. Ça c'est récent, mais ça marque la fin de cette année. Parce qu'il y a, pour nous qui sommes dans la lutte sociale, il y a beaucoup de mots pour lesquels on aurait souhaité être accompagnés par des artistes. Il y a des slameurs sur la place qui le font, mais Espoir 2000 est un groupe mythique du Zouglou qui n'avait plus chanté depuis plus d'une dizaine d'années. On les pensait même sous les teignoirs et puis subitement, après le décès de Valérie, malheureusement, vraiment toutes nos condoléances à sa famille. Voilà qu'il y a un album satirique qui sort. Vous savez, la musique met du baume au cœur. Même si ça ne résout pas les problèmes, ça réconforte le peuple de savoir qu'il y a des personnes publiques, des artistes de renom qui se soucient des problèmes que le peuple vit, qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent à la lutte sociale. Et donc, tous les morceaux de ce dernier album-là sont vraiment très intéressants, particulièrement le titre « Ça balance ». Et donc, pour moi, ce groupe marque l'année 2024. La dernière personnalité,
qui n'est pas aussi forcément connu, mais qui fait un travail remarquable. Je m'excuse si ça pourrait déranger Reflect TV, mais je voulais vraiment dire que moi, personnellement, j'ai été marqué par Reflect TV pour son implication dans la promotion du débat démocratique. En 2 News est une émission où on l'a vu, tout le monde vient de tous les bords, on laisse tout le monde s'exprimer. Ce n'est pas le genre d'émission où on coupe la parole, on ne peut pas aller au bout de nos idées et tout. Donc je voudrais vraiment adresser une palme d'or au DG de Reflect TV, M. Vamei Bamba, parce que nous autres, on n'est pas invités partout. Vous avez eu le courage de nous inviter et je sais à travers les commentaires que la chaîne est de plus en plus appréciée, de plus en plus suivie. Et donc, c'est aussi pour vous encourager à poursuivre dans la promotion du débat démocratique. Merci, plus chéri Balé. Thomas Gessambi, vous allez faire juste un commentaire, maximum 2 minutes, avant de passer à votre top 5 pour question de temps sur son top 5. Eric Sémian, Assalé Tiomoko, Faye Emers, Pat Sako de Espoir 2000 et puis Vamei Bamba de Reflect TV. Ok, dans un pays où tout est systématisé sous le prisme politique, où on a vite fait de trouver le bord à des hommes de lettres, à la chefferie traditionnelle, à des hommes religieux et aussi aux acteurs de la société civile. Quand des acteurs de la société civile arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est à saluer, parce que leurs actions contribuent quand même à oxygéner la démocratie dans un pays, et notamment en Côte d'Ivoire. Journaliste que j'ai été, j'ai suivi des acteurs de la société civile dans leur combat. Ça n'a jamais été un fleuve tranquille. Certains ont vu leur mandat écourté à la tête de certaines organisations. Mais ces acteurs-là continuent toujours. Et je vais dire, quand ce n'est pas pour un but immédiat et matériel recherché, on a toujours des acteurs de la société civile qui continuent, contre vents et marées, à tisser leur toile à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. La seule chose que je voudrais voir... Pour terminer, hein. Tout à fait, dans l'action de ces acteurs de la société civile, c'est la communication pour prendre un peu le champ à ceux qui se disent influenceurs, mais qui ne nous influencent réellement pas, qui occupent de façon désordonnée pour moi les réseaux sociaux. Si les acteurs de la société civile peuvent donner encore plus de voix, se faire plus entendre, je pense que ça nous aiderait beaucoup plus dans le chemin qu'ils veulent nous conseiller. Merci Thomas Gessambi. Les 5 personnalités qui ont marqué l'année 2024 pour vous. La première personne pour moi, et heureusement que c'est mon choix, c'est Monsieur le Président de la République pour cette année 2024. Notamment dans sa volonté de positionner et repositionner la Côte d'Ivoire. En 2022-2023, alors que on avait accueilli l'organisation de la Coupe d'Afrique, on a vu le pays qui organisait avant nous, le Cameroun, être confronté à un certain nombre de difficultés liées aux infrastructures. On a vu Samuel Eto'o faire des sorties. Et nous, il y a même eu des prophéties de certains prophètes, entre guillemets, pour dire que le stade qui porte le nom d'Alassane Ouattara ne sera pas pratique, la compétition ne devrait pas avoir lieu. Mais au finish, nous avons assisté à une des plus belles compétitions de l'organisation de la CAN. Et je pense que le slogan « La CAN comme jamais organisée » a eu tout son sens. On a pu voir en matière d'infrastructure ce qui a été réalisé. On a pu voir en matière
d'hospitalité. Ce qui a été, on a pu voir en matière de tourisme intérieur, on a pu voir en matière de positionnement. Donc tout ceci justifie, hein, c'est surtout la CAN qui justifie le choix Pas forcément, pas uniquement la CAN. On a vu aussi des gisements qui ont été découverts, donc l'embellie économique. On a vu aussi un président qui nous impose sa temporalité, son agenda, alors qu'on se demande est-ce qu'il sera candidat ou pas. Il nous tient toujours en haleine. Il a eu son discours à l'état des nations, là où on pensait qu'il allait se prononcer, il ne s'est pas prononcé sur la question. Et bon, il entretient toujours ce suspense. Et donc, ensuite, la dynamique sécuritaire. Nous sommes dans une sous-région qui est en proie à l'extrémisme violent. Et il a réussi à garder en tout cas la sécurité nationale. La prochaine personnalité, pour question de temps, on va aller un peu rapidement. Je voulais aussi parler de monsieur le gouverneur du district d'Abidjan. Monsieur le gouverneur, pour journaliste aussi, reporter que j'ai été, je pense qu'il a eu des tentatives en matière d'élection à la mairie de Koumassi, mais une fois qu'il a eu la mairie de Koumassi, on a vu ce qu'il a réalisé. Et je pense que à partir de là, le président de la République a fait un choix qui a fait un peu grincer les dents. On se dit que le poste de gouverneur du district d'Abidjan est un poste réservé à la communauté Achan et Prié, mais il a choisi un bâtisseur qui est venu toujours avec les manières qu'il a eues pour redresser Koumassi à la tête du district d'Abidjan. Il a fait parler de lui et il est toujours dans sa volonté de construire, même si cela fait grincer les dents. Je pense qu'il a contribué à mettre un peu d'ordre. Je ne dis pas que tout ce qu'il a posé comme acte sont de nature à réjouir tout le monde, mais je veux dire, une agglomération, une mégapole comme Abidjan, avait besoin d'ordre et il y a contribué. La troisième personne, Pulchéry, Balé parlait tout à l'heure de Faye Hermès, et ça me fait penser un peu à nous. Les hommes de la production. Vous savez, il y a un réalisateur qu'on ne voit jamais, mais qui met en lumière un présentateur. Et c'est ce qu'a été Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Son élection n'a pas été facile. Ensuite, la conduite de ses affaires. Mais le fait que Faye n'a pas été élu. Le fait que Faye soit de l'encadrement technique a été le fait de ce monsieur qui, pour moi, au finish, aura apporté une étoile de plus à la Côte d'Ivoire. Ensuite, la quatrième personnalité, Mme Simone Yves Gbagbo. Mme Simone Yves Gbagbo, certaines voix s'étaient élevées pour dire qu'elle a trahi son parti, le FPI, qu'elle a trahi M. Laurent Gbagbo, mais à l'entendre, on voit plutôt une personne qui a une certaine trajectoire qu'elle s'est donnée sans rancœur. On ne voit pas de récrimination dans ses propos à la fois contre le pouvoir en place, pour la prison qu'elle a dû faire, pas de récrimination contre son ex-mari, et puis dans ses revendications, on voit bien clairement qu'il y a une femme qui aspire à un changement et qui n'a pas changé de bloc. Donc elle a su à la fois aussi montrer son leadership qui a mobilisé un certain nombre de personnes, de sorte qu'on peut parler aussi d'elle, de son appel qu'elle a lancé qui regroupait des leaders de bien d'autres regroupements politiques. Et ensuite, je finirai par le président du PDCI-RDA, M. Tidiane Thiam. Ce n'est pas facile de remplacer des leaders charismatiques, on aurait dit même des pères fondateurs, comme le président Bédié. Il arrive dans des conditions où c'était une sorte de guerre de positionnement. Il gagne cette première guerre et moi qui pensais qu'il était beaucoup plus, et on l'a entendu dans ce pays, des cadres politiques dire « je n'ai pas l'expérience de la rue ».
on voit Tidiane Thiam aujourd'hui qui est en train de battre le pavé, aller dans le pays profond, de sorte qu'il prononce des discours qui font aussi, qui créent quelques bouleversements dans le débat politique au sein du parti au pouvoir, notamment sur l'IDH, qui a fait un peu jaser certains cadres du parti au pouvoir. Donc pour moi, voici des personnes qui ont marqué l'année 2024. Merci Thomas Gessambi, Pulchurik Balé. Nous avons les 10 personnalités qui ont marqué l'année. Comment vous réagissez sur ces 5 proposés par Thomas Gessambi pour terminer? D'accord, merci. Je suis tout à fait d'accord avec les 5 personnalités qu'il a citées. Par rapport au président de la République, c'est tout à fait normal parce que sa gouvernance est générale, il y a forcément de très bons points, donc c'est normal. Mais par rapport au gouverneur du district, franchement, si on nous avait demandé qui sont ceux qui ont marqué négativement l'année, moi je l'aurais cité en premier parce que nous sommes dans la lutte sociale et nous désapprouvons grandement la manière dont ces déguerpissements ont été faits cette année et c'est le fait du district d'Abidjan. Donc sinon, pour tous les autres cas qu'il a cités, j'estime que ces arguments sont justes. C'est des personnes effectivement on va dire, à saluer pour les actions qu'ils mènent en faveur du pays. Bien, merci. Nous sommes maintenant dans la dernière rubrique et le dernier carton rouge de cette première saison, c'est maintenant. Voilà, nous sommes dans les cartons rouges, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule. Et le premier carton de cette émission, l'avant-dernier de cette saison, avec Thomas Gessambi. Mais avant de cibler mon carton rouge, je voulais quand même dire que j'avais déjà brandi un carton rouge ici, qui pour moi a été un écho qui a sans doute bien retenti sur la régulation des feux tricolores. Parce que moi, je me posais souvent des questions, pourquoi il peut y avoir des feux tricolores et en même temps voir des agents? Pour moi, ça crée un peu de perturbation. Et à bien de carrefours, j'ai vu que, bon, aux mêmes heures où on voyait les forces de l'ordre, on laisse tranquillement le feu fonctionner. Et ça, je voulais me féliciter sans doute le support Reflet TV qui a sans doute porté. Le carton rouge que j'ai l'impression qu'on ne se souvient toujours pas du passé qu'on est condamné à répéter. On sait qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et on sait tous qu'il y a de l'horreur, mais j'ai du mal à comprendre souvent ce qui se passe dans la guerre russo-ukrainienne, où plutôt que de favoriser la paix en Russie, la paix en Ukraine, desquelles peuvent dépendre la paix mondiale, mais c'est plutôt les livraisons d'armes, c'est plutôt les livraisons de missiles pour atteindre des objectifs non encore atteints ici. Je veux simplement dire à quoi servent les Nations Unies qui font la promotion de la paix si on doit plutôt faire l'apologie des armes. Bien. Pulchurik Balé, réaction, s'il y en a, sur ce carton rouge? Oui, c'est un carton rouge qui est tout à fait approprié, hein, parce que comme il le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on a connu beaucoup de guerres et on finit toujours par s'asseoir pour trouver des accords. Donc pourquoi on ne le ferait pas le plus tôt possible pour éviter qu'il y ait encore davantage de victimes? Donc effectivement, on doit donner un carton rouge particulièrement à l'ONU qui ne s'investit pas dans comment on va dire ça? Dans la paix. Oui, voilà. Mais je voulais parler du conflit même, quoi, qui ne s'investit pas dans le règlement de ce conflit-là. Voilà. Bien, maintenant, votre carton rouge, le dernier carton de cette saison. Vous avez fait le premier carton rouge quand on démarrait cette émission. Aujourd'hui, vous avez l'honneur de faire le dernier carton rouge. C'est parti. Je vais adresser mon carton rouge à la population en général. Il y a un incivisme qui crée des problèmes, c'est celui de l'insalubrité.
C'est vrai que, bon, on a un ministère de la salubrité, mais on sait que dans nos villages, tous les matins, quand les femmes se lèvent, elles balaient. La propreté fait partie même de notre culture. Mais ici, en ville, chacun jette les sachets comme il veut. Nous, en tout cas, on a eu la chance d'aller au Rwanda, on a vu comment c'est propre. Le Ghana aussi, ce sont des Africains comme nous. Donc, je voudrais donner un carton rouge à la population ivoirienne en général, qui est à la base de l'insalubrité. Et puis, ça bouche les caniveaux. Après, ça donne des inondations. C'est encore nous-mêmes qui payons pour notre incivisme. Donc, voilà. Merci Thomas Guessambi. Réaction sur ces cartons rouges, 30 secondes. Et c'est pour ça qu'elle devrait me rejoindre pour féliciter monsieur le gouverneur du district d'Abidjan qui veut restaurer... C'est l'approche qui est notre problème, pas les objectifs. Mais nous, bien souvent, la fin peut justifier les moyens. Il s'agit de vie humaine. Saluons les actions de monsieur le ministre gouverneur. Et encore, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, on va dire les quartiers dits résidentiels, on va dire ceux qui sont et qui devraient être des modèles. On voit des véhicules, des gros cylindrés, baisser souvent leur vitre et puis jeter par-dessus bord la peau d'une banane ou bien des sachets, ou bien on a affaire à de nouveaux riches qui n'ont jamais appris la bonne manière, ou bien on a affaire à des gens qui ont lancé un sort pour ne pas respecter ce qu'il y a en matière d'hygiène et de bonne tenue. Et je me rappelle une histoire réelle où quelqu'un a jeté par-dessus bord la peau de sa banane et il y a eu un usager qui est descendu, qui a ramassé cette peau pour la jeter dans sa voiture. Mais la peau de la banane a fini par être à terre parce que l'usager voulait juste montrer une leçon alors que celui à qui on montrait une leçon montrait visiblement qu'on lui avait lancé un sort pour ne pas changer. Bien. Nous sommes maintenant dans la dernière rubrique de cette émission, la dernière rubrique de la saison, le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 385. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est lié, on va dire, à la santé, d'une part. Non. Bien. Alors, en Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle a connu une baisse significative, passant de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2011 et 2021. Pulcherik Balé, quel commentaire faites-vous sur cette baisse du taux de mortalité maternelle? Oui, par rapport au travail que le ministère de la Santé a fait en termes de nouvelles infrastructures, en termes de renforcement du plateau technique, c'est un résultat qui est tout à fait normal. Voilà, donc félicitations au ministère pour ce taux-là. Mais en même temps, il est important de relever qu'il y a beaucoup on va dire, de décisions qui ne sont pas respectées dans les hôpitaux, alors que c'est annoncé pompeusement. Je veux parler de la gratuité. Et dans cette gratuité-là, il y a un axe qui concerne les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Donc, pour les femmes enceintes, on nous dit par exemple que la césarienne est gratuite dans les hôpitaux publics, mais dans les faits, les choses se passent autrement. Et je pense que si elle devient réellement gratuite, les mortalités maternelles vont diminuer davantage. Parce qu'il y a eu un cas, par exemple, au CHU de Cocody, où le matin, on demande aux parents de la femme qui vient d'accoucher de payer 80 000. L'après-midi, ça devient 130 000. Donc vraiment, il faut que ce côté-là soit corrigé, que dans les hôpitaux, on respecte les décisions du ministère. Merci Thomas Guessambi. Réaction rapidement. Vous avez 8 minutes maximum. Non, je veux tout simplement saluer ici le progrès technique, saluer aussi la gouvernance qui favorise de meilleures conditions de travail et de vie, là où il était difficile de vieillir tranquillement dans un village sans qu'on ne soit taxé de sorcier ayant bouffé l'âme de la mère et de son enfant, et que, bon, naturellement, les choses peuvent être expliquées de façon scientifique, qu'il y a des hôpitaux, peut-être que le ratio n'est pas encore atteint, mais le gouvernement actuel s'emploie à rapprocher ces centres de santé de la population
de sorte qu'on ne soit plus amené à aller accoucher de façon rudimentaire, mais dans une prise en charge qui favorise à la fois la vie de la mère et la vie de l'enfant à naître. Merci Thomas Guessambi, c'était, disons, le dernier commentaire de cette saison. Merci, c'était tout un immense plaisir de vous voir à travers vos analyses sur ce plateau. Il est partagé. On se donne rendez-vous très bientôt. On est très heureux d'avoir fait partie de cette première promotion. Première promotion. Merci aussi à vous, Pulchérik Balé, d'être passé. Merci Sidik, merci à Reflet TV. Bien, voilà, madame, monsieur, et voilà, nous refermons voilà, une page inoubliable de l'histoire de Entre deux News. Ce 100e numéro, symbole de persévérance et de passion, marque la fin d'une première saison qui a su vous captiver, on l'espère. Vous émouvoir et parfois vous fait grincer des dents. Vous avez adopté ce programme qui a occupé vos soirées du lundi au jeudi. L'émission que vous avez adoptée, soutenue et critiquée est le fruit d'un travail acharné, collectif. Et si le chemin parcouru est déjà remarquable, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais une chose est sûre, la saison prochaine, qui débutera en janvier, promet d'aller encore plus loin avec une ambition renouvelée de vous offrir une émission à la hauteur de vos attentes, loin d'être un parcours de tout repos. Cette aventure a été jalonnée d'obstacles et bien sûr par des invitations difficiles à obtenir, surtout de la part de certains partis politiques à qui nous faisons un carton rouge, des débats houleux et des sujets sensibles. Mais grâce à vous, notre fidèle public et à une équipe exceptionnelle, nous avons su vous imposer comme émission de référence Entre deux News. Nous vous remercions de cette personne et ces personnalités aussi qui sont dans l'ombre, derrière les caméras et machines qui ont porté cette émission sur leurs épaules. Maxwell Begré, Séverin Kwasi, Adéradolo, Harry, Adam, Hugo Bombo, Vianney Badobré, Moussa Kone, Maïmouna Koumare, Deborah Welbeck, Diko Djamila, Romia Touré, Ismaël Ouattara, Mohamed Ouattara, Colette Yao, Dalanda Diallo, Abiba Zagré, Joël Kobenan, Marcel Kwasi, Anita Traoré, Augustin Crou, Jules Begré, Sylvette Tala et toute la rédaction de Reflet TV. Vous êtes les bâtisseurs invisibles d'un rêve devenu réalité. Merci aussi à tous nos consultants, Pulchérik Balé ici présente, à Thomas Guessambi aussi, Eric Bayala, Gaël Akpa, Guillaume Bato, Arsène Anoma et Sylvain Debaï qui avaient démarré cette aventure avec nous il y a quelques mois. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous en janvier pour une nouvelle saison d'Entre deux News sur nos antennes avec des débats encore plus percutants, des invités de haut niveau et des analyses toujours plus pointues. Et ce n'est pas un adieu, mais un nouveau départ pour ce magazine d'information. Et nous vous promettons, bien sûr, d'être à la hauteur de vos attentes très bientôt ce soir. Le rideau tombe, mais la scène reste dressée. À vous qui nous avez soutenus, critiqués et inspirés, merci infiniment. Prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et retrouvons-nous bientôt pour écrire ensemble un nouveau chapitre Entre deux News. C'est vous, c'est nous, c'est la Côte d'Ivoire. À très bientôt, surtout sur Reflet TV. Bonsoir. Je voudrais souhaiter à toute l'équipe de Reflet TV et à toute la Côte d'Ivoire de belles fêtes de fin d'année et d'entrer en 2025 en très très bonne santé et que 2025 satisfasse toutes vos attentes. Merci Amine. À vous maintenant Thomas Guessambi, vos vœux de fin d'année, parce qu'on se retrouvera à partir de 2025. Je voulais souhaiter une très bonne continuation à Reflet TV qui est venu colorer de façon particulière le paysage audiovisuel et qui nous a permis d'adresser un certain nombre de thématiques qui, ma foi, contribuent à l'oxygénation de la démocratie et aux prises de décision. Je voulais donc souhaiter tout le meilleur au président de la République, au gouvernement, aux autorités qui nous dirigent, à ma région, la Maraoué, au petit département de Bédiara qui a connu ces derniers jours des affrontements communautaires, que la paix puisse revenir dans toutes les localités du pays. Chez moi, à Koumoudi, la mutuelle que je dirige, à la MUDEC et à tous les mutualistes, que Dieu nous donne longue vie et que Dieu soit notre compagnon. Merci. Longue vie à vous aussi et à Reflet TV.